Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour ce super live, un peu de retour d'expérience sur, l'épreuve 2 du DEC. Épreuve que j'ai passée, très récemment, j'étais à votre place il y a pas si longtemps que ça. Je vois que vous êtes déjà 51, voire un peu ouais, une cinquantaine, soixantaine à suivre. C'est super. N'hésitez pas, hein, quoi qu'il arrive, à commenter, à faire des retours, ou à juste poser des questions. L'idée, c'est vraiment que ce soit le plus interactif possible. Du coup, donc, comme je vous le disais, l'idée ce soir, donc, c'est de faire un live, cette fois-ci un peu différent, hein. D'habitude, c'est vrai que je suis surtout sur l'UE4 du DSCG, sur la conso avec ProConta. Là, ils m'ont proposé de faire un peu un retour d'expérience sur l'épreuve 2, épreuve que j'ai passée assez récemment. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté. Et donc, l'idée, c'est de parler, donc, moi, de ma propre expérience et un peu d'une méthodologie de préparation à l'examen. Parce que c'est une épreuve qui se prépare, hein. On vient pas les mains dans les poches à l'épreuve de révision, parce que si on vient les mains dans les poches, je suis même pas sûr qu'on ait 6 ou 7 sur 20. Donc, c'est quelque chose qui se prépare, qui s'anticipe avec une certaine méthodologie. Et donc, l'idée, c'est que vous soyez le plus à l'aise possible en sortant de ce live et que vous vous lanciez à fond dans la préparation de l'épreuve derrière. Donc, petite intro rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ont jamais vu ProConta ou qui ne connaissent pas forcément l'annexe. Donc, je suis expert comptable diplômé qui, pour l'instant, travaille en entreprise au sein d'une boîte qui s'appelle Penny Lane, qui fonctionne pas mal dans tout ce qui est logiciel de production de comptes et pilotage financier pour les dirigeants. Je suis en parallèle président de l'annexe Paris-Île-de-France, donc association qui accompagne les experts comptables stagiaires et mémorialistes dans l'obtention de leur diplôme, en complément de ce que peut faire un pro-compta, hein. L'idée, c'est de travailler ensemble et de vous accompagner au mieux, de la meilleure des manières, avec plein de possibilités. Formation, j'ai fait moi cursus école de commerce avec master CCA, j'ai passé les équivalences et après directement, je me suis inscrit au stage DEC, c'était 2017 de mémoire et j'ai été diplômé sur 2021. Et j'ai obtenu mon DEC donc en deux étapes, on va dire. Première étape en novembre 2020, donc un an tout pile avant l'épreuve de novembre 2021 que vous allez sûrement vivre pour, je pense, la plupart des personnes qui sont présentes. Donc j'ai fait les écrits, UE1 avec un joli 15 sur 20, l'UE2 avec un beau 14,3 également. Parce que, encore une fois, je m'étais préparé et j'avais respecté une certaine méthodologie, donc vraiment très très important, hein. J'en reparlerai tout au long de ce live, mais c'est vraiment le point clé de cette épreuve de DUDEC. Et après, l'UE3, le mémoire que j'ai passé en mai 2021, donc sur la dernière session, où j'ai eu 12, une note tout à fait honorable, parce que j'ai fait un mémoire sur le développement des compétences commerciales des collaborateurs pour développer tout le conseil au sein des cabinets et pour vraiment essayer de dynamiser les cabinets sur la partie commerciale, chose qui aujourd'hui est pas forcément extrêmement prise à cœur ou peut-être pas encore assez développée au sein des cabinets. Ancrer entre guillemets, ce rôle de commercial que peuvent avoir les collaborateurs, quelque chose que je trouve très important et que j'ai pu mettre en avant tout au long de ce mémoire. Donc ça, c'était pour moi. L'idée, c'est aussi que ce live il soit fait avec vous. Et donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, hein, comme je vous le dis, que ce live soit interactif. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Commentaires, questions, allez-y, à fond. Quelle épreuve préparez-vous? N'hésitez pas à le renseigner aussi. C'est intéressant de voir quelles sont les personnes qui suivent ce live. Est-ce que vous préparez les épreuves de novembre 2021 ou est-ce que vous venez par curiosité en anticipation peut-être de mai 2022? C'est intéressant pour nous aussi d'avoir un peu ce feedback. Donc très preneur de vos commentaires, hein. Je crois qu'il n'y a pas encore de... Alors attends, je vois si je change là. Vue d'ensemble, discussion en direct. Non, je crois qu'il n'y a pas encore de commentaires. Je ne sais pas si vous pouvez même essayer de mettre des commentaires sur le chat pour voir si je les vois bien. Et si vous avez des questions pratiques sur comment fonctionne l'accompagnement de ProConta ou autre, il y a des personnes qui sont en support pour répondre à vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, posez vos questions, faites vos remarques également, hein, avec plaisir pour avoir vos remarques, les prendre en compte et voir comment on peut les améliorer. Et voir comment on peut y répondre plutôt. Et pareil, si vous avez des questions sur tout et sur rien, n'hésitez vraiment pas, quoi. Donc, ok, top, je vois les premiers commentaires, c'est super. Donc, globalement,
Ouais, il y a presque tout le monde qui passe en novembre 2021, donc c'est top nouvelle. Vous êtes au bon endroit au bon moment, il faut pas tarder hein, entre vous et moi, mais j'aurai l'occasion d'y revenir après. On est fin août, il reste un peu plus de 2 mois, donc c'est parfait, il faut se mettre à fond dedans. Tac, 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 E1, UE2, épreuve 2, 8,75. Et ben Nico, c'est l'occasion d'aller taper le 10 sur cette session-là. 3 épreuves novembre 2021, c'est une bonne stratégie. Si on a réussi à finir le mémoire à temps, faire les 3 épreuves en même temps, ça permet d'avoir les équivalences et de pouvoir avoir un 8,5 ou un 9 à la révision et de valider avec le mémoire, par exemple, où on peut aller chercher un 13. Tac, tac, tac. Écrit novembre 2021, mai 2023. Et il y en a qui anticipent. Bravo. Normalement, si tu commences déjà à regarder les lives, c'est que ça devrait le faire pour mai 2023. Nico, épreuve 1 et 2, attestation de pied dernière. Je viens pour voir si je peux passer d'abord les 2 écrits. Et bah, Annie, je te confirme que tu peux passer d'abord les 2 écrits. Par contre, tu es obligé de passer les 2. Tu ne peux pas passer qu'une seule épreuve. Moi, c'est ce que j'ai fait en novembre 2021, en novembre 2020. Excuse-moi, donc tu peux passer tout à fait les 2 écrits. Après, par contre, il faut quand même se mettre dans le mémoire parce que si tu le laisses de côté, tu ne le feras jamais, hein, c'est comme tout, on le laisse de côté, on se dit on verra plus tard et on ne le fait pas. Donc tu peux passer les écrits sur cette épreuve-là et en parallèle, avance, je ne sais pas où tu en es sur de la notice ou autre, mais avance bien et le plus important, c'est le total, quoi. Mai 2022, Elodie, est-ce que c'est trop tôt de commencer maintenant? Alors, c'est jamais trop tôt, mais j'ai envie de te dire, si tu les passes en mai 2022, peut-être à l'heure actuelle, focus sur le mémoire, qui est le plus long à préparer, hein, en toute honnêteté. 100 pages, plus des annexes, plus une notice à rédiger, ça prend du temps. Tu peux commencer, et c'est très intéressant et c'est très bien, de commencer à regarder comment fonctionne l'épreuve de révision pour avoir un peu les réflexes et pour anticiper un peu plus. Mais tu peux faire quelques cas d'anal si tu veux voir un peu comment fonctionne l'épreuve. C'est une bonne initiative. Mais le plus important, c'est quand même de se focus sur le mémoire à cette date, si jamais tu n'as pas encore avancé sur le mémoire. Parce que c'est ce qui prend le plus de temps et du coup, autant l'anticiper au mieux, quoi. Novembre 2021, pour la première fois, je veux bien savoir la méthodo. Et ben, écoute, on est là pour ça. Préparation, anticipation pour dans 3 ans, comprendre ce qui est attendu et comment organiser le travail entre révision et enfant. Très courageux, Yasmine. Dans 3 ans, tu peux commencer déjà à réfléchir à ton mémoire, encore une fois. Je pense que c'est la prio. J'ai eu 17-13 en mai 2021 en déonto, épreuve 2, bon bah top. Également cette épreuve novembre, car 8,5 et mai 2022, mémoire, bon courage. Ce n'est jamais trop tôt, bah voilà, on a le même, même discours avec les personnes de ProConta, c'est jamais trop tôt. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, effectivement, mieux vaut tôt que trop tard, trop tôt que trop tard. À l'écoute de mon conseil, ok, novembre 2021 pour les écrits, je laisse le mémoire pour mai 2022, j'aurai votre avis dessus au niveau des compensations. Alors Rachel, bah, c'est marrant parce que qui est à l'annexe aussi, mais je pense que, et moi c'est la stratégie que j'ai opérée, quoi qu'il arrive, ça vaut le coup d'aller en novembre 2021 passer les écrits, parce que ça te permet déjà de te tester, et si jamais tu valides, ça t'évite d'avoir à les retravailler pour mai 2022, et comme ça tu peux te concentrer sur le mémoire pour mai 2022, et si jamais malheureusement il y a une des épreuves que tu n'as pas sur novembre 2021, tu peux toujours la repasser en mai 2022 avec le mémoire, et tu pourras toujours avoir cette compensation qui fonctionnera. Donc, c'est pas très gênant. Au pire des cas, tu as préparé les épreuves. En général, tu as quand même au moins la déonto et au pire des cas, tu n'as pas la révision. Et tu n'auras plus qu'à repasser que la révision et le mémoire et au moins, tu auras fini la déonto. Donc, pour moi, c'est pertinent, quoi qu'il arrive. Si tu peux aller aux épreuves en novembre 2021, il faut y aller. Donc top, merci déjà à tous pour vos commentaires, ça fait plaisir de voir que vous êtes présents et que vous participez. N'hésitez pas à continuer à participer tout au long de ce live. Encore une fois, l'idée c'est qu'on partage tous les deux, vous et moi, des échanges sur l'épreuve, sur le fonctionnement, sur peut-être les stratégies, les méthodos. Et c'est l'objectif que je vais essayer auquel je vais essayer de répondre ce soir, quoi. Donc pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là et au sujet de comment préparer au mieux l'épreuve 2, l'idée c'est de faire d'abord une sorte de mini-intro sur qu'est-ce que l'UE2, avec quelques stats qu'on va voir juste après. Ensuite, il y a 3 points clés pour moi. Il y a premièrement la compréhension de la philosophie de l'épreuve. Qu'est-ce que cette UE2? Qu'est-ce qu'on demande dans l'UE2? Et donc voir comment est-ce qu'on peut la préparer au mieux et comment bien s'organiser. Ensuite, organisation pratique. Comment en pratique on fonctionne sur cette épreuve.
qu'est-ce qui est demandé, comment est-ce qu'on répond, etc., etc. Et dernier point, anticiper les révisions. Et c'est ce que vous faites là en regardant le live, donc c'est top d'anticiper les révisions. Il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Les épreuves, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le 16 novembre de mémoire. Donc il ne faut pas s'y prendre le 5 novembre. Hein. Ça risque d'être compliqué pour être au top sur l'épreuve. Donc c'est bien d'anticiper, ça évite le stress également, parce que quand on anticipe et qu'on se prépare au préalable, on a beaucoup moins de stress le jour de l'épreuve. Donc vraiment à fond sur les anticipations des révisions. Et du coup, 2 derniers points, quelques conseils pour le jour J, même s'il est dans 2 mois et demi, j'espère qu'il y en a peut-être 1 ou 2 que vous retiendrez dans le coin de votre tête et qui vous seront utiles. Et pour finir, une petite synthèse de tout ce qu'on s'est dit, petit récap où vous pourrez reposer vos questions, on pourra rééchanger avec grand plaisir. Et du coup, la compensation ne fonctionnera que sur les 2 épreuves restantes. Et bien Mathilde, c'est sûr que ça ne compensera pas que sur les 2 épreuves restantes. Tu auras aussi la dernière note qui sera intégrée. Mais c'est sûr que de toute façon, pour garder une note, tu es obligé d'avoir 10 minimum. Donc tu ne pourras pas compenser sur des épreuves où tu n'as pas eu 10 si tu n'as pas passé les 3 épreuves. Donc ça, ok. Et Nico, les inscriptions ont débuté pour novembre. Alors peut-être que le support Pro Compta saura mieux que moi. Je t'avoue que j'ai pas fait mes devoirs. Je sais plus si les inscriptions ont débuté. Donc je ne vais pas te dire de bêtises. Ah voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est jusqu'au 31 août parce qu'en fait, c'est jusqu'à la date de rendu du mémoire. Tu peux rendre le mémoire jusqu'au 31 août. Merci Héloïse. Donc Nico, il ne faut pas tarder à t'inscrire. Donc, qu'est-ce que l'UE2? De manière très pratico-pratique, caractéristique de l'UE2, c'est une épreuve d'une durée de 4h30, d'un coefficient de 3, qui est le coefficient le plus important, déonto 1, mémoire 2, UE2 3. Note éliminatoire inférieure à 6 sur 10. Si on a moins de 6, on ne peut pas compenser, même si on a eu 16 au mémoire ou 18 au mémoire, peu importe. On peut compenser avec les autres matières présentées à la même session si jamais on a passé les 3 épreuves. Donc ça, c'est complètement possible. On peut reporter sa note si on a 10 ou plus. Et comme on l'a dit juste avant, prochaine session, le 16 novembre 2021. Donc ça, c'est la base de l'UE2. C'est quand même 4h30, plus gros coefficient. Et on ne peut reporter que si on a 10 ou plus. Mais ça, normalement, vous le savez presque tous, si vous êtes déjà là. Quelques chiffres rapides sur l'UE2 et sur le DEC, de manière générale. Mémoire coef 4, pas 2. Excuse-moi, Jean-Baptiste. Petite yes. Non, mais c'est vrai, c'est coef 4. Mémoire coef 4, tu vois, ça fait trop longtemps que j'ai passé le DEC. C'est mémoire coef 4 et épreuve de révision coef 3. Donc, quelques quelques chiffres pour cette UE2. On voit que globalement, le taux de réussite de l'UE2, il est entre, on va dire, 40 et 50-55%. Donc c'est une épreuve qui est quand même assez technique, surtout quand on voit le taux de réussite du DEC, où on est plutôt aux alentours de 60-70%. Donc ça veut bien dire que, entre guillemets, si j'exagère un peu, l'UE2 est la plus compliquée des épreuves au niveau du DEC, puisque c'est celle où le taux de réussite est le plus faible par rapport au taux de réussite du DEC. On le voit bien, hein, moyenne de l'épreuve 2, on est en général entre 8 et 9, globalement. On a une petite baisse en novembre 2018, 7,48, et on a une belle hausse en mai 2021, 9,86. Et d'ailleurs, je sais que j'ai lu un petit peu avant de préparer ce live que l'épreuve de mai 2021 était entre guillemets assez accessible. Et on voit qu'au final, il y a quand même un taux de réussite du DEC. Pour les personnes qui peuvent obtenir le DEC sur l'épreuve, on a un taux de réussite qui est quand même aux alentours de 60-70%. Donc ça veut quand même dire que la plupart du temps, si on se prépare un peu en amont, et même si on n'a pas 10 à la révision, même s'il faut aller chercher le 10, comme ça on est tranquille, on ne se pose pas de questions, mais si jamais on n'a pas le 10, on peut quand même réussir son DEC grâce aux compensations, notamment. Et au niveau des inscrits, bon, ça c'est plutôt une stat, on va dire une stat pour matérialiser un peu ces taux de réussite, c'est que globalement, on a toujours à peu près 1000 nouveaux diplômés par session, ce qui fait à peu près 2000 nouveaux experts comptables par an, qui rejoignent la grande famille des experts comptables.
Et sur la session spéciale de 2020, parce qu'il n'y a pas eu mai 2020 à cause du Covid, on a eu 2700 inscrits sur cette session-là, chose qui était un peu, je n'allais pas dire surnaturelle, mais qui sort un peu de l'ordinaire, quoi. Donc ça, c'est globalement des explications sur l'UE2. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. L'idée, c'était d'être assez factuel, mais enfin, avec plaisir pour répondre à vos questions dessus. Au niveau de la philosophie de l'épreuve. Donc, qu'est-ce qu'un peu cette UE2 Qu'est-ce qu'on nous demande? Déjà, le programme. Programme, c'est un programme très vaste, très très vaste. On a de l'expertise comptable, du commissariat aux comptes, avec de la déonto, de la réglementation professionnelle, possible sur les deux. En plus de ça, il y a de la fiscalité, du droit des sociétés, éventuellement du droit social, potentiellement de l'association. Il peut y avoir de la conso, il peut y avoir de l'intégration fiscale. Bref, c'est un programme qui est très vaste. Et comme je vous le dis en bas, c'est une épreuve qui est non programmable. Alors qu'est-ce qu'on entend par non programmable? C'est qu'on ne peut pas savoir quels sujets vont tomber. Donc c'est pour ça vraiment qu'il faut être très méthodique et très organisé. C'est parce qu'en fait, il y a une méthodologie de travail, de recherche et de réponse aux questions qui sont posées. Mais il ne faut pas se focaliser sur des sujets uniquement. On peut espérer. On peut imaginer que, par exemple, on ait des sujets un peu sur l'alerte, parce qu'on a été en situation Covid, que si je ne me trompe pas, c'est pas tombé en en mai 2021, et donc ça peut être des sujets qui vont tomber. On peut avoir des sujets éventuellement sur la loi Pacte, parce que c'est quelque chose qui est assez récent. Donc on peut spéculer sur ce type de questions, mais quoi qu'il arrive, même si on a des questions là-dessus, ça tombera sur une partie du sujet et pas tout. Et donc il faut vraiment se préparer au mieux sur des sujets divers et variés, avec des annales, un peu des cas pratiques qu'on peut trouver à droite à gauche, même s'il n'y en a pas énormément. Et il faut s'entraîner surtout à bien rechercher, à bien comprendre la philosophie, ce qu'on nous demande, pour pouvoir réussir au mieux cette épreuve. Du coup, pour voir un peu la philosophie, à quoi ça correspond au final cette UE2? Qu'est-ce qu'on nous demande? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette UE2, c'est une épreuve qui est très pratique, à portée professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on vous pose des questions qu'un client pourrait vous poser. Alors, question un petit peu pointue quand même, mais c'est des situations dans lesquelles on peut se retrouver, hein, et qui peuvent exister. Et donc, on nous demande sur des cas concrets, des mises en situation qu'on pourrait avoir dans la vie de tous les jours, on nous demande de répondre à des questions avec de la documentation professionnelle. Donc, on a une documentation professionnelle qui est disponible et qui est libre. Et c'est à la fois bien et à la fois pas bien, parce que parfois on peut avoir tendance à se perdre dans sa documentation. Donc, bien structurer sa documentation et bien la maîtriser. On reviendra dessus un peu derrière, mais c'est aussi un des points clés vraiment de cette épreuve. Et donc, comme je vous le disais, programme vaste et pluridisciplinaire. Le programme, on vient de le voir juste avant, on a de la déonto, de la réglementation pro, du droit, de la fisca, potentiellement de l'asso, de la conso, enfin bon bref, c'est très très vaste. Il faut donc une documentation qui soit quand même exhaustive, ou du moins la plus exhaustive possible, sans en faire trop. Donc c'est toute la complexité, où se situe la frontière et la limite. Et il faut bien faire attention, comme je vous le disais, il y a une législation mouvante. Par exemple, hein, petite subtilité, moi quand j'ai passé l'épreuve en novembre 2020, premier cas, on était sur, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en gros, si on fait simple, on était sur une SAS qui était en dessous des seuils de la loi Pacte, qui n'avait pas de commissaire aux comptes depuis 2017, si je ne me trompe pas, et on nous demandait de régulariser la situation en 2019 ou 2020, donc après le passage de la loi Pacte. Et on nous demandait, est-ce que cette société doit avoir un commissaire aux comptes ou pas? Et donc là, même si la législation est mouvante et que la loi Pacte est arrivée en 2019, il fallait bien avoir en tête que la SAS, elle devait avoir un commissaire aux comptes depuis 2017, et donc c'est les seuils de 2017 qu'il fallait prendre en compte pour vérifier si oui ou non elle devait avoir un CAC. Donc bien faire attention à la législation, à l'évolution de la législation et à sa mise en application. À quelle date elle se met en application? Est-ce que c'est rétroactif ou pas, si on a des nouvelles législations qui sont mises en place? Et quelles sont les conditions pour les remplir? Comment ça fonctionne? Donc vraiment bien faire attention. Tout est question de législation, déonto et réglementation professionnelle. Et donc,
qu'est-ce qu'on nous demande? C'est vraiment l'évaluation des capacités de recherche et de structuration des réponses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première chose qu'on demande, c'est être capable de trouver la bonne information au bon endroit pour répondre à la question. Et la deuxième chose qu'on demande, c'est apporter une réponse claire et compréhensible pour que moi, correcteur, quand je lis la réponse, je me dise OK, ça me paraît cohérent, sa réponse est claire et ça répond à la question qui a été posée. La complexité de cette épreuve, et pourquoi, entre guillemets, on la redoute un peu en général, c'est que c'est vrai que la pratique professionnelle, de vous, de moi, elle est souvent restreinte, parce que, si, entre guillemets, on a suivi un cursus, sans s'arrêter, on a vécu 3 4 ans d'expérience professionnelle, de pratique pro, sauf si on a fait de l'alternance où on a vécu un peu plus. On n'a pas forcément eu l'occasion d'avoir plusieurs expériences dans plein de secteurs d'activité différents. On a souvent fait soit du CAC, soit de l'expertise, soit un peu des deux, mais avec une majeure quand même, une majeure CAC ou une majeure expertise. Si jamais, par exemple, on est auditeur en Big Four, on a une pratique restreinte de l'expertise comptable, donc on a moins l'habitude de ces questions-là, sur de la fisca ou autre, du conseil, de l'optimisation, ou même la réglementation professionnelle des experts comptables. Et à l'inverse, si on est collab dans un cabinet, on va dire de taille moyenne, je sais pas moi, entre 10 et 60, 80 collaborateurs, ou même un peu moins, 5 collabs, et qu'on fait principalement de l'expertise, on a une pratique plutôt restreinte du commissariat aux comptes, et on a moins l'habitude de tout ce qui est NEP, normes d'exercice professionnel, le code de déonto, la gestion des rapports de fin de mission, etc. etc. Donc c'est vrai que ce qui est important dans les cas pratiques que vous allez préparer et dans la préparation de votre épreuve, c'est d'essayer de sortir un peu de votre zone de confort. Donc ça veut dire, ok, moi par exemple, j'avais une dominante plutôt expertise comptable, et du coup j'ai essayé de faire plein de choses en rapport avec le commissariat aux comptes, j'ai essayé de regarder tous les sujets sur les annales qu'il y avait sur le CAC pour bien maîtriser la documentation relative au commissariat aux comptes et savoir comment répondre si jamais on me posait des questions dessus. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est vrai que le DEC, c'est un diplôme entre guillemets qui est quand même assez généraliste, qui ouvre énormément de portes. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ton DEC, tu peux faire plein de choses. Tu peux être expert comptable, commissaire aux comptes, DAF en entreprise. Tu peux même faire, moi j'ai des experts comptables avec qui j'échange, qui font aujourd'hui du conseil en RH, qui accompagnent des entreprises dans le recrutement de profils financiers, par exemple, comptables et financiers. Il y en a qui font de la stratégie digitale en complément de l'accompagnement, on va dire, tradi sur l'expertise comptable. Il y a de la RSE qui se fait beaucoup maintenant. Enfin, c'est vachement large et diversifié. Donc c'est un diplôme assez généraliste, mine de rien, où on peut faire énormément de choses. Et c'est pour ça que cette épreuve-là, elle reflète un peu en fait le DEC, qui est et c'est du coup une épreuve assez entre guillemets généraliste et surtout assez vaste au niveau du programme, parce qu'on peut avoir plein de sujets qui sont abordés et auxquels il faut être capable d'apporter des éléments de réponse. Alors, une seconde, j'ai Sam qui me dit: Bonjour, maman solo, salarié à plein temps, je reprends mes études pour le DCG. Je suis en train de suivre le DCG. Une organisation optimale et une réussite. Pour moi, l'organisation optimale, c'est la planification. C'est s'allouer des créneaux de révision et en fonction de ça, de voir quelles épreuves il est possible de passer. Et du coup, à partir de ces créneaux de révision-là, c'est vraiment quand on se fixe le créneau de révision, je sais pas moi, le samedi de 14 à 16, le samedi de 9 à 10, peu importe, regarder de manière pragmatique, sans pas être trop ambitieux. On est toujours un peu plus ambitieux en général que ce qu'on fait réellement en révision, et d'essayer d'être le plus pragmatique possible, voir combien de temps de révision on a à disposition, et à partir du temps disponible de révision, voir ce qu'on peut passer comme épreuve. Et après, c'est être rigoureux, et quand on se dit je révise à ce moment-là, c'est se poser, s'arrêter, tout arrêter, et se mettre en révision, quoi. Pour revenir sur un peu la philosophie de l'épreuve 2, donc on a vu, épreuve très pratique avec un programme très vaste, une documentation disponible pour l'épreuve, mais avec une faible disponibilité de support pédagogique. C'est vrai que si, entre guillemets, il y a un peu un point compliqué sur cette préparation, c'est que on a des supports pédagogiques qui sont souvent limités. On a les sujets d'anal qui sont très utiles et très pratiques, avec des propositions de correction que l'annexe propose et que vous pouvez trouver par exemple sur Compta Online aussi. On a des formations en présentiel qui sont disponibles, réalisées par différents organismes.
On a les recueils annexes qui permettent d'avoir des cas pratiques qui sont très intéressants. Alors, je dis pas ça parce que moi-même, je fais partie de l'annexe et que je suis président de l'Île-de-France, mais c'est des sujets, enfin, c'est très apprécié globalement par les personnes qui le font. Et après, on a les cas rédec. Ça, pour le coup, c'est un fondamental, moi je trouve. Qui sont des petits bouquins. Alors peut-être pas forcément pour l'UE2, bon c'est intéressant, ça explique plutôt la méthodo sur l'UE2, et pas vraiment comment réviser, enfin ça explique pas des révisions pratico-pratiques, mais pour l'UE1, la déonto, je digresse un peu de l'UE2, pour l'UE1 il y a un carré deck, il y a deux carrés deck, un sur comment réviser la déonto et un avec des cas pratiques, et ceux-là ils sont géniaux. Moi je conseille de prendre les deux, parce qu'il y en a un qu'on pourra amener le jour de l'épreuve de l'UE2, où on aura donc tout la réglementation professionnelle pour les experts comptables et les commissaires aux comptes. Donc ça fait partie de la documentation à apporter. Et le deuxième, où il y a tous les petits quiz pratiques, celui-là il est top parce que moi, si je vous donne un exemple de comment je révisais ces quiz pratiques, le soir avant d'aller me coucher, je me faisais un quiz minimum par soir, un, deux ou trois. C'est des petits quiz où tu as une vingtaine de questions, où en fait c'est un quiz comme si tu étais entre guillemets en situation réelle. Tu en fais un, deux, trois, et petit à petit, à force de les faire, tu as quand même traité une vaste partie, une grande partie de la réglementation et du code de déonto. C'est peut-être pas suffisant, tu n'as pas révisé la totalité, mais normalement avec ça, tu es presque assuré, on va dire, je ne veux pas vous garantir et vous signer le papier, hein, mais tu es presque assuré d'avoir, je pense, facile entre, je sais pas moi, 12 et 15 quoi. Donc c'est top parce que c'est un petit bouquin qui te permet de récupérer des notes assez, des points assez facilement. Tac, tac, tac. Quand sont réalisés les sujets? Jusqu'à quelle date faut-il prendre en compte les évolutions réglementaires? Alors, les sujets sont très longs à réaliser. Je dirais que pour une épreuve de novembre 2021, ils sont réalisés limite janvier, février 2021, max, grand max. Le temps qu'il y ait des relectures, qu'il y ait des retests sur les épreuves. Mais le sujet initial et l'idée du sujet est faite, je pense, dans ces eaux-là, à peu près. Je ne veux pas vous dire de bêtises, hein, mais en gros, les actualités des 2 derniers mois seront jamais traitées, même des 4-5 derniers mois, il y a très peu de chances. C'est plutôt les actualités limites de l'année dernière ou du semestre précédent, grand maximum. Combien de temps à allouer pour préparer l'UE2? Bon, on reviendra un peu dans le détail après, mais je vous le dirai un peu derrière. Mais moi, j'allouais à peu près presque un jour de week-end par semaine sur les 2 mois, je pense, précédents presque, où je me disais au moins je reste à la maison et j'essaie de me faire un cas d'anal sur 6-7 heures. Et après, au début, tu prépares un peu ta documentation, fondamentale, la préparation de la doc. Et une fois que tu as bien préparé ta doc, tu te mets en pratique et tu testes. Les recueils annexes, j'ai voulu acheter des annales de l'annexe mais en rupture de stock. Une astuce pour en trouver un. Les recueils annexes sont en rupture de stock. Écoutez, je vais en parler dès que je sors de ce live acquis de droit. Et je leur demanderai comment est-ce qu'on peut faire et je tâcherai de revenir vers vous, soit par l'intermédiaire de ProConta, pour pouvoir répondre à vos questions, parce que c'est dommage de ne pas pouvoir profiter des recueils, alors que normalement, il faut en réimprimer, quoi. Est-ce que les annales sont actualisées en fonction de l'évolution de la législation? Le risque étant de travailler sur des annales obsolètes. Alors c'est une bonne question, Marine. Effectivement, les annales ne sont pas actualisées en fonction de l'évolution de la législation. Il n'y a pas les nouvelles réponses parce que les corrections sont faites en fonction de l'annale à la date de réalisation. Effectivement, tu as un risque de travailler sur des annales obsolètes. En général, c'est précisé quand même dans les corrections si jamais la législation a pu évoluer. Mais ce qu'il faut avoir en tête, en fait, quand tu révises cette épreuve-là et quand tu te prépares à cette épreuve-là, c'est que, en fait, ce qu'on te demande d'apprendre et de maîtriser pendant tes révisions, c'est la méthodologie de recherche de l'information. Parce que tu ne pourras pas tout connaître par cœur, pour faire simple. Donc il faut être capable de rechercher l'information. Et donc même si c'est des annales qui sont entre guillemets obsolètes, si tu vas rechercher l'information et que tu trouves une information différente, mais que tu es sur le bon endroit, qui traite du sujet, si tu vois que la correction donne une réponse différente et qu'ils te disent un peu attention, cette réponse-là est liée à la législation de 2016, c'est que tu es sur la bonne voie, quoi. Mais l'idée, c'est pas de connaître toutes les réponses par cœur, c'est plutôt de bien comprendre comment tu recherches l'information et de savoir où aller chercher l'information. C'est ça le plus important en fait sur cette épreuve. Tac, 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 je viens de gagner un cycle de 1, je plus de temps de faire un master CCA ou un DCG, je tiens à prévenir que je peux
techniques comptables et financières. Et bah écoute, moi personnellement, je te conseillerais de faire un master CCA. Si tu reprends les études aujourd'hui, tu auras plus de facilité à obtenir un master CCA et de passer les 2 épreuves de DSCG derrière, si tu as toutes les équivalences, que repasser les 7 épreuves de DSCG, qui sont des épreuves quand même assez conséquentes, mine de rien, et qui ont des gros programmes hein, de préparation. Le deck à côté, c'est beaucoup moins conséquent en termes de préparation. Mais après, ça dépend de ce que tu souhaites faire derrière. Si tu veux être préparé avec tout ce qu'on te propose comment dire, en DSCG avec contrôle de G très poussé, management, finance d'entreprise et autres, bah, tu peux faire le DSCG. Moi, j'aurais tendance à te dire, profites-en, fais un master CCA et tu passes les équivalences directement dans la foulée, quoi. Et Mathilde, oui, tout à fait, tu viens avec ce que tu veux comme documentation. Vraiment, la documentation est libre. Mais il ne faut pas se perdre. C'est bien d'avoir des fiches manuscrites, mais les fiches manuscrites, en fait, il faut qu'elles servent à quelque chose. Ça veut dire qu'il faut que ta fiche manuscrite, elle serve à avoir une information que tu n'as pas dans ta documentation, ou que vraiment tu vas consolider dans ta fiche manuscrite, mais qui sera suffisamment précise et pertinente pour pouvoir l'intégrer dans ta copie. Donc éventuellement, si tu fais des fiches manuscrites, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut les faire plutôt sur la réglementation pro et le code de déonto, éventuellement, plutôt que sur du droit des sociétés, du droit fiscal, etc., etc., quoi. Ça, il vaut mieux aller chercher, maîtriser sa documentation et chercher dans sa doc. Est-ce que les memento audit, compta, société com sont suffisants? Eh ben, je répondrai à cette question juste après. On en reparlera après. Donc, méthodologie de réponse, rapidement, au niveau pratique. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne? On a donc une problématique qui est mise en avant sur la question. Donc, être capable de bien cibler la problématique. Ensuite, rechercher et énoncer la règle applicable. Donc, d'abord, rechercher dans le memento la règle applicable et ensuite l'énoncer sur la copie. Donc, bien expliquer la règle applicable. Le code de commerce, l'article 267 bis du code de commerce précise que dans le cadre d'une société commerciale, le dirigeant n'a pas le droit d'effectuer d'actes normaux de gestion. Par exemple, hein. Alors, c'est un exemple au hasard. Hein. Tac, 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 tac. Faut pas tout mettre, faut mettre vraiment ce qui est utile. Le reste, on s'en fout. Et après, mettre en application la règle applicable au cas d'espèce. En l'espèce, monsieur Untel a réalisé un acte anormal, un acte qui peut être qualifié d'anormal de gestion. Il peut être donc responsable pour l'acte réalisé. Je prends un exemple, hein, mais, et il y en a un juste après d'ailleurs. Mais c'est pour un peu vous expliquer, vraiment, on recherche la règle, on explique la règle, on nomme la règle, et surtout, on nomme la source initiale, on nomme pas le memento. Le memento sert à chercher l'information. On ne dit pas dans le paragraphe 53-70b de memento audit. Ça, c'est nom de chez nom. C'est hors de question. On recherche dans le memento l'origine, qui est souvent précisée. Donc, ouais, on cherche comme je disais, l'origine, donc code de commerce, CGI, code de déonto, peu importe. Et on cite la source initiale, vraiment, très important. Est-ce que je dois acheter les documents pour avoir les plus actualisés? Si tu comptes passer en mai 2023, Marcel, les achète pas maintenant. Si jamais, alors même si je pense que ça évolue pas tout le temps, mais si jamais tu as une évolution en 2022, qui est importante au niveau législatif et qui est matérialisée dans les mementos, c'est bien d'avoir les mementos à jour. Problématique sous forme de questions, oui, en général c'est des questions, on peut les comprendre assez facilement. Je me présente diplômé SACH, combien de temps il faut, s'il vous plaît, pour une UE, car je suis bloqué pour l'UE1 et l'UE4 en étant à jour. J'avais pris les exercices Aubert et les fiches Fouché. Alors sous maillage, j'ai pas très bien compris ta question, si tu peux la réexpliquer un petit peu. Je suis bloqué pour l'UE1 et l'UE4, et de quelle UE est-ce que tu parles quand tu dis pour une UE? Donc je veux bien un petit peu plus d'explications et on répondra avec plaisir. C'est un peu comme l'épreuve de droit du DSCG en termes de structure de réponse. Exactement, moi c'est à ça que je l'assimile. Le 2 de révision. En gros, c'est un peu la même chose que le droit du DSCG, sauf qu'il faut être encore plus précis, parce qu'on a la documentation disponible, donc il faut être cité l'article de source, idéalement.
le mieux, c'est quand même de le citer, hein. Si on l'a, il vaut mieux le citer. Si jamais on est dans le rush à la fin, on n'est pas obligé. Moi, il y avait une ou deux questions où j'avais répondu avec l'explication de la règle sans citer l'article parce que j'avais plus le temps. Et c'est vraiment parce que j'avais plus le temps, il ne faut pas que ce soit quelque chose de normal. Et après, il faut surtout bien appliquer et avoir un vrai avis critique de professionnels d'expertise comptable pour trancher la réponse. Là où, quand on faisait le droit, on appliquait aussi au cas, mais on appliquait plus, enfin, si, normalement, c'est un peu pareil, c'est un peu similaire sur la réponse. C'est vraiment appliquer au cas d'espèce et donner un avis critique en tant que professionnel. Comment se constitue une documentation pertinente pour le jour J? On va voir ça juste après. Donc, si je reviens dans le détail de la méthodologie de réponse, donc cibler la problématique. Ce qui est bien, c'est de recontextualiser l'énoncé. Essayer de bien remettre en perspective ce qu'on nous demande. Si besoin, faire un schéma sur une feuille, une feuille de brouillon, ou même remettre quelques mots-clés pour vérifier. Bien lire les annexes. Très attention, parfois, on a des informations sur les annexes qui permet de bien comprendre ce qu'on nous demande dans l'énoncé. Et si on fait ça, déjà, ça permet d'éviter le hors-sujet. C'est plus important. Moi, je me rappelle, sur une des questions, il y avait une location meublée. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était pas du meublé, j'avais pas assez regardé, j'étais peut-être un peu pris par le temps. Et du coup, j'ai traité la question comme si c'était une location nue, et pas une location meublée. Sauf que la règle de droit, elle est complètement fausse, parce qu'elle s'applique à une location nue. Donc du coup, j'avais pas pris les points sur. Je pense que j'avais perdu bêtement 2 points, facile, 2,5 points. J'aurais pu avoir 16. C'est bon, 14,3 c'est déjà génial. Mais parce que j'ai été un peu trop vite dans l'énoncé, donc bien lire l'énoncé, recontextualiser, bien le relire, bien se le rematérialiser, pour après rechercher de la meilleure des manières l'information dans les textes. Mathilde, doit-on faire un rappel des faits? Pas nécessaire. Enfin, si tu expliques bien la règle, moi ce que je faisais, c'est que j'expliquais vraiment la règle de droit. Donc je citais l'article tac tac tac, et après en fait quand tu appliques au cas, tu fais un peu un rappel des faits. C'est-à-dire que tu dis en l'espèce, Monsieur Tech a fait ça, donc à partir de la règle, on peut considérer que. Et du coup, tu n'as pas besoin vraiment de faire un rappel des faits comme on peut le faire sur l'UE 1 du DSCG. Parce que ton rappel des faits, tu le fais indirectement quand tu appliques au cas d'espèce, quoi. Deuxième point, donc cibler la problématique, premier point pour la méthodologie de réponse. Deuxième point, rechercher et énoncer la règle applicable. Donc premier point, rechercher la règle de droit documentée à partir de mots-clés. Alors c'est dommage, je voulais prendre un memento avec moi, j'ai pas eu le temps de le récupérer, j'en avais pas chez moi, mais en gros, pour faire simple, il y a deux possibilités dans les mementos pour rechercher l'information. C'est soit au début avec un mini sommaire, ou soit à la fin avec des mots-clés. Moi, j'ai tendance à chercher avec les mots-clés. Je trouve ça plus rapide et plus facile. Et ça, c'est un vrai entraînement qu'il faut avoir, hein. Moi, c'est grâce à ça que j'ai été très très vite. C'est en déterminant bien les mots-clés qu'on a réussi à sortir de l'énoncé en recontextualisant l'énoncé et en ciblant bien la problématique. Et avec ces mots-clés-là, on va chercher dans les mementos notamment, ou si jamais on sait que c'est de la RSE et qu'on a le petit guide sur la RSE, on va dans la RSE direct. Et on regarde dans le sommaire l'information qui paraît pertinente ou le titre qui paraît pertinent par rapport à notre besoin. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est de la recherche documentaire, en gros, si je grossis le trait, l'UE2. Et comme je vous le disais, une fois qu'on a trouvé la règle, c'est écrire la règle précise mais synthétique. On n'a pas besoin d'écrire le texte de loi qui fait 40 pages ou 40 lignes. On écrit les 3 lignes qui sont intéressantes et qui s'appliquent au cas d'espèce. Tout ce qui est hors sujet ou qui n'est pas en lien direct avec le sujet, qui ne nous sert pas en fait dans la réponse, on s'en fout. Il ne faut pas perdre de temps. C'est une épreuve quand même où on est assez pris par le temps parce qu'on peut se perdre facilement dans la doc, on peut mettre du temps à rédiger au début. Donc il ne faut pas se laisser démonter par le temps. Et donc, il faut écrire vraiment la règle précise, mais synthétique, sur la copie. En fait, la règle qui va nous servir à répondre au cas d'espèce. Comme je vous l'ai déjà dit, citer la source originale, fondamental. C'est là où on va prendre des points et où le correcteur il va se dire, tiens, lui c'est quelqu'un qui a bien compris ce que je lui demandais, qui cite bien le texte original et pas le memento, donc qui a vraiment bien compris la recherche et qui l'a analysé, et qui sait d'où provient l'information surtout. Parce que le memento, il peut te donner de l'info du CGI, du CECOM, enfin code de commerce, etc. Et dernier petit conseil, c'est annoter les pages des sources lors de la recherche.
Moi, j'avais fait ça, j'avais pris des post-it avec moi le jour de l'épreuve et dès que j'avais une réponse où je savais que j'avais à peu près trouvé, je post-itais. Donc je marquais cette page-là. Comme ça, je pouvais aller chercher d'autres informations au besoin en complément ou vérifier. Et quand je voulais reprendre ma règle de droit pour pouvoir répondre à la question, j'avais déjà mon post-it, j'avais pas besoin de me dire ah tiens zut, où est-ce que je l'avais renseigné ce truc-là, où est-ce que je l'avais trouvé. Et ça permet vraiment de gagner du temps et de se rassurer le jour de l'épreuve. Pour finir, donc comme je te le disais Mathilde, dans le cadre de ta mise en application de la règle, tu recontextualises la règle de droit au cas pratique. Donc c'est un peu là, si tu veux, que tu fais ton rappel des faits ou tu rappelles les faits indirectement de ton cas en appliquant la règle. Tu conclus sur une position professionnelle. Donc ça veut dire que tu dis, on peut considérer que c'est un acte anormal de gestion, si on reprend l'exemple de l'acte anormal de gestion. Parce que on a toute cette règle et on a en espèces les actes qui ont été réalisés. Donc acte normal de gestion avec un risque de, je sais pas moi, 2 ans de prison, 5 000 € d'amende, où on explique vraiment quels sont les risques. Et moi demain, si j'ai un client qui vient me voir et qui me dit est-ce que je peux payer un jet privé avec ma société, je lui dirai justement la réponse que je ferai dans le cas pratique, c'est un acte anormal de gestion qui pour lequel vous pouvez encourir 5 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Après, entre guillemets, c'est à vos risques et périls, quoi. Nous, on est là pour prodiguer vraiment le conseil de professionnel et expliquer quels sont les risques encourus ou quels sont les avantages que l'on peut obtenir d'un acte ou d'une situation, d'une optimisation, d'une opération. Et encore une fois, j'insiste, mais c'est vraiment pour moi le point clé, c'est réponses claires mais synthétiques, ça sert à rien d'en faire des tonnes. Ce qu'il faut, c'est donner l'information précise. On ne vous demande pas d'écrire des pavés, c'est pas une dissertation. C'est une application au cas d'espèce et une réponse professionnelle. Si vous considérez que ce que vous avez mis comme information suffit à bien comprendre la réponse, perdez pas de temps, passez à la question d'après. Si jamais vous avez beaucoup de temps à la fin de l'épreuve, ce dont je doute, j'en ai pas vu beaucoup qui sont sortis en avance, mais si jamais vous avez beaucoup de temps à la fin de l'épreuve, vous pouvez revenir et réétayer un peu plus votre réponse si besoin, mais si vous considérez qu'elle est suffisamment claire, vous prenez pas la tête, ça suffit largement, et l'idée c'est d'aller chercher des points partout plutôt que de prendre 3 points sur une question et rien sur le reste. Tac, 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 tac. Donc oui, il me reste comptabilité audit, puis le gestion juridique, fiscale et sociale. Quel ouvrage pour avoir le programme de l'examen à jour? Alors, Soumaya, alors je ne sais pas si tu commences à les préparer pour octobre. Si c'est le cas, préparer les 2 épreuves fin août pour octobre. Pour fin octobre, alors là on digresse parce qu'on est sur le DSCG. Aujourd'hui c'est un live deck. Mais bon, on fait une petite digression rapide. Oui, en gros, sur ces épreuves-là, si tu veux les préparer, j'espère que tu es à temps plein dans tes préparations et que tu as le temps de les réviser, parce que c'est quand même 2 épreuves qui ont un gros programme. Et après, quel ouvrage pour avoir le programme de l'examen à jour? Tu peux prendre les ouvrages classiques, Fouché Duno. ProConta propose également des accompagnements pour le DSCG, pour l'UE1 et pour l'UE4. Donc tu peux aussi regarder l'accompagnement qui est proposé avec des lives, des vidéos, des accompagnements, des supports de cours, etc., etc. Peut-être plutôt focus-toi sur une épreuve plutôt que sur les 2 pour essayer de réussir une des 2 et pas, ça dépend de ton temps disponible, quoi. Mais bon, c'est possible, mais c'est ambitieux de passer les 2 si tu n'as pas commencé à les réviser. Ismaël, bonjour. Ouais, j'ai vu après, ok. Le guide RSE est disponible sur le site de l'ordre, pas certain d'avoir au cabinet. Non, tu peux regarder. Ça, j'en parlerai après. Mais au niveau des endroits où aller rechercher les documents, vous en avez donc effectivement sur le site de l'ordre, sur le site de la CNCC, sur Internet, sur des groupes de partage. Il ne faut pas hésiter à aller regarder des groupes de communication sur le deck, sur la révision du deck qui vous accompagneront et qui vous aideront. Mehdi, comment chercher dans un code de commerce? C'est assez compliqué. En gros, pour faire simple, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tu as des codes. Je sais pas, le 210, ça correspond au SAS, le 220, ça correspond à SARL. Si tu prends le CCOM 22B, alors il n'y a pas de 22B, ça n'existe pas, mais si tu prends le CCOM 200-50, ça fait partie de tout ce qui est, je sais pas moi, gestion des droits des associés. Donc, il faut bien regarder le sommaire. Et en fait, quand tu lis bien le sommaire, tu vois quels sont les points clés à aller chercher. Et c'est à partir du sommaire que tu vas pouvoir trouver l'information. Et de toute façon, normalement,
ProConta, dans l'accompagnement pour le deck 2021, propose justement des petites vidéos méthodologiques sur comment bien rechercher dans la documentation, Memento, code de commerce, pour facilement retrouver les informations le jour de l'épreuve. Le siècle demande le relevé des épreuves du deck, sachant que j'ai développé en 2019, je n'ai plus les notes pour moi la récupérer. Et bah Ismaël, il faut envoyer un mail au siècle. Tu envoies un mail au siècle et tu leur demandes de te communiquer le relevé de notes. Pour le code de commerce, c'est possible de réutiliser celui que j'avais pendant 2020 ou trop vieux. Bon, je dirais que c'est pas très grave de réutiliser celui de novembre 2020. Je sais pas s'il y a eu des grandes évolutions. Je veux pas t'induire en erreur. Vérifie s'il n'y a pas eu de grandes évolutions au niveau du code de commerce entre novembre 2020 et novembre 2021. Mais ça me paraît pas trop grave. Le code de commerce, c'est un peu moins grave, je crois. Vérifie. Même question, les NEP qui ne sont pas publiés sur le site de la NCC, aurais-tu une idée de les récupérer? Normalement, les NEP sont toutes publiées sur la SNCC, je crois. Moi, je crois que c'est là que j'avais été les chercher. Les NEP. Après, est-ce que ça vaut le coup d'imprimer toutes les NEP? Moi, personnellement, j'avoue que j'avais pas imprimé les NEP. J'avais plutôt imprimé les notes d'information. On en reparlera juste derrière. Je n'étais plutôt de société commerciale. Oui, Lucie, tu peux tout à fait prendre plutôt le memento des sociétés commerciales. Les deux sont possibles. Il y a des gens, et c'est vrai que moi-même, le jour de l'épreuve, j'avais le code de commerce. Je m'en suis servi une fois pour une question. Mais il y en a qui sont plus à l'aise avec les mementos et qui trouvent les informations de manière rapide et pertinente. Si vraiment tu es beaucoup plus à l'aise avec les mementos, il ne faut pas hésiter à prendre les mementos plutôt que le code de commerce. Après, dans le doute, ceux qui préfèrent avoir un code de commerce avec eux peuvent quand même le prendre. C'est 30 €. C'est pas le plus gros des investissements pour réussir une épreuve UE2. Si ça permet de se rassurer, ça vaut le coup. Donc revenons au live de ce soir. Donc mettre en application la règle applicable, recontextualiser la règle de droit au cas, on a vu. Conclure, ok, réponse claire mais synthétique. On est parfait. Très rapidement, un petit cas d'illustration, on va pas rester des plombes dessus. Monsieur Jacques a acheté 100% des parts d'une SARL dont l'objet est l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de vêtements. L'acquisition s'est faite par l'intermédiaire d'une holding préalablement créée qui porte l'emprunt ayant servi à l'acquisition de la société, donc dans le cadre d'un LBO, quoi. Monsieur Jacques a prévu de procéder au remboursement d'échéances d'emprunt à l'aide d'un dividende annuel versé par la société d'exploitation à la holding. Monsieur Jacques vous sollicite car il s'inquiète des deux niveaux d'imposition des résultats de la société d'exploitation et souhaite s'assurer auprès de vous de la pertinence du montage retenu sur le plan de l'impôt sur les sociétés. Et là, on vous demande quelle sera la fiscalité applicable en cascade aux sociétés du groupe de Monsieur Jacques. Alors, on ne vous pose pas forcément toujours, là je l'ai mis pour faire un truc un peu simple et clair, on ne vous pose pas toujours la question exactement de cette manière-là. Parfois, on vous dit que pensez-vous du montage de Monsieur Jacques et il faudra qu'on explique, qu'on recherche l'information qui nous paraît pertinente et qu'on l'explique derrière, quoi. Ici, quand on lit, première chose qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'on a donc une gestion des dividendes annuels. On a ici une société d'exploitation avec une holding. Donc déjà, normalement, on a la puce à l'oreille. Holding, société d'exploitation, dividende, il y a des régimes fiscaux. Ça, on est censé l'avoir un peu en tête. À minima, régime mère-fille, quelque chose que je pense on a vu presque tous. Et donc directement, on se dit, tiens, fiscalité, hop là, memento fiscal. Ensuite, on peut aller voir. Si on sait déjà qu'on est sur le régime mère-fille, on peut aller voir le régime mère-fille. Et après, on peut expliquer justement comment ça fonctionne et le détail. Et donc là, typiquement, on peut, si on le souhaite, faire un schéma. Hein. Ça, c'est au choix de chacun. Donc la SAS au-dessus, la holding, quoi, qui fait un emprunt, qui finance l'acquisition de la SARL F avec un dividende à remonter. Elle est détenue à 100%. Fiscalité IS dans F, puis dividende remonté imposable à l'IS dans le bénéfice fiscal de M. En gros, c'est la question. Quelle est la fiscalité applicable au sein d'un groupe de sociétés dans le cadre de remontée de dividende d'une filiale à une société mère? Ce que je vous disais, quoi. Et dès qu'on a déterminé ça, on sait qu'on doit aller dans le memento fiscal ou groupe de société. Moi, je memento fiscal plutôt, vraiment. Conseil memento fiscal. Et là, alors ici, c'est une proposition. Partie 2, impôt sur les bénéfices. Chapitre 5, groupe des sociétés, régime des sociétés mères et sociétés filles. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est les mots-clés. On regarde à la fin du memento. On sait que on est dans le cadre d'un régime mère-fille où on peut mettre régime des groupes. Typiquement, on peut aller voir groupe dans le memento fiscal. On peut aller voir mère-fille ou régime. Et à partir de ça, on va chercher, voir ce qui nous paraît le plus pertinent.
Et ça va permettre de trouver l'information parce que quand on va trouver le mot-clé va renvoyer vers un paragraphe et on va regarder le paragraphe. Et en gros, la méthode classique, moi que j'adorais faire, quand je m'entraînais et que j'ai fait d'ailleurs le jour de l'examen, je vais chercher le mot-clé. Dès que le mot-clé me paraît pertinent, je vais regarder le paragraphe, je lis le paragraphe, je lis un peu au-dessus, un peu en dessous, si ça ne me paraît pas tout à fait être le paragraphe. Je feuillette 3-4 pages maximum. On va pas faire 50 pages non plus, mais on va dire 3-4 pages avant, 3-4 pages arrière, pour voir si ça se trouve dedans et que j'ai flairé le bon filon, on va dire. Si j'ai fait une erreur, c'est pas grave, bim, je retourne trouver un autre mot-clé qui était en lien et qui peut être pertinent aussi. Si je vois que je suis à peu près dedans, j'approfondis un peu la recherche, je regarde. Souvent, il y a des renvois aussi entre un paragraphe et un autre. Et donc, du coup, si je lis bien ce paragraphe-là, je vais avoir ce paragraphe-là qui va m'être renseigné et qui va me permettre d'aller trouver l'information. Donc ça, c'est l'exemple sur l'illustration. On nous dit que c'est l'article 145 du CGI. Les sociétés mères bénéficient de l'exonération des dividendes reçus de leur filiale sous réserve de la taxation d'une quote-part de frais et charges. Donc on est vraiment dans le régime mère-fille. Donc là, dans le cadre, on regardera après la réponse, mais l'idée c'est dans le cadre, l'article 145 du CGI précise que des sociétés mères peuvent bénéficier de l'exonération des dividendes reçus de leur filiale sous réserve de la taxation d'une quote-part de frais et charges. Bam, je renseigne. Tac, ouais, c'est ça. Énoncer la règle, donc c'est ça, la possibilité, tac, 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 de frais et charges de 5%, évitant, les conditions sont donc à condition de, ou les conditions sont, les deux sociétés sont assujetties à l'IS, les titres sont détenus en pleine propriété ou en nue propriété, et les titres détenus correspondent au moins à 5% de la filiale. Et ensuite, application, donc bien prendre parti, énoncer l'angle ou les hypothèses retenues, si jamais on n'a pas de précision, donc quelles hypothèses on a retenues, solution pratique en réponse à la question, et donc là, la SAS, donc là, première partie de la réponse, c'est ça, ici, l'article 145. Deuxième partie de la réponse, la SAS détient 100% des parts de la CRLF. En l'absence de précision, nous considérons que les parts sont détenues en pleine propriété. On ne nous l'a pas précisé. Les deux sociétés sont assujetties à l'IS. En l'application de l'article 145, les dividendes versés par la société F à la société M seront exonérés, grâce au régime mère-fille, seront exonérés de taxation, sous condition de la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5% qui sera, elle, taxée. Le groupe de M. Jacques ne sera donc pas soumis à une double taxation du bénéfice fiscal, sauf sur les 5% de frais et charges, de quote-part de frais et charges. Et là, on a répondu à la question, on a cité la règle de droit, on a appliqué au cas, on a, entre guillemets, fait notre boulot de professionnel de l'expertise comptable. Est-ce que ça va, c'est clair sur tout ça ? Alors, tac, 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 Zaz qui me dit, est-ce qu'on doit retenir le numéro des articles et des NEP? Alors, pour les NEP, il y a un schéma qui est très sympathique et très intéressant, que vous pouvez retrouver, je pense, je l'avais dans le pack PE, moi, qu'on peut télécharger, soit sur le site de la CRCC de Paris, soit sur la CNCC, je ne sais plus, je crois que le pack PE, il faut vérifier. Mais il y a un schéma très intéressant qui résume toutes les NEP, et en gros, en fait, qui fait un organigramme de la mission de commissariat aux comptes, de la signature, donc contrôle des informations, des bénéficiaires effectifs, etc., jusqu'au rapport de fin de mission, avec les NEP à chaque étape, les NEP relatives à chaque étape. Et du coup, l'idée, c'est de prendre ce schéma-là, de l'imprimer, de le prendre, moi, ce que j'avais fait. Pas besoin de les connaître par cœur, hein, c'est pas l'objectif, mais c'est de prendre le schéma et de le ramener. On peut télécharger les NEP avec, si on le souhaite, c'est pas un problème. Et comme ça, on peut regarder le schéma directement plutôt que d'avoir à les connaître par cœur. Encore une fois, vraiment, et j'insiste dessus, l'idée, c'est pas de connaître par cœur, c'est de savoir où trouver l'information. Par cœur, vous n'arriverez jamais à tout connaître par cœur, pour être honnête. Connaître le memento fiscal, le memento comptable, le memento droit social, le memento droit fiscal, enfin droit fiscal on est pareil, droit des sociétés. Par cœur, c'est impossible. Il y a des gens qui mettent des jours et des jours à écrire ces choses-là. Tous les ans, on en réédite des nouveaux avec des nouveautés. Vous ne pourrez pas les connaître par cœur. Ou sinon, c'est que vous avez la mémoire absolue. Et ça, je vous le souhaite, et c'est top. Mais enfin, c'est quasiment impossible de connaître par cœur. Ce qu'il faut par contre, c'est être méthodique, savoir où se trouve l'information, avoir un sommaire qui précise exactement où on a rangé chaque chose et être capable d'aller trouver les infos. Regardez un peu de quoi sont constitués les codes, enfin les mementos qu'on a à disposition, ce qu'on peut trouver comme info pour pouvoir la chercher et la trouver facilement. Ça, c'est important. Connaître par cœur, ça sert à rien. Est-ce que pour les questions CAC, au lieu d'imprimer les NEP, le memento audit peut-il être suffisant? Oui, je pense que oui. Après, par sécurité, si tu veux imprimer les NEP, c'est pas un problème. Tu peux imprimer les NEP.
Ça te permet d'avoir deux éléments et le memento audit parlera aussi beaucoup de droits relatifs au commissariat aux comptes quand les NEP seront vraiment sur les normes, enfin c'est la pratique professionnelle. C'est ce qu'on te demande au niveau réglementation professionnelle, quoi. Donc c'est deux choses qui sont un peu différentes. Si les NEP sont pas trop lourdes à imprimer, pourquoi pas. Il faut juste pas les apprendre par cœur. C'est pas, enfin, si vous voulez les apprendre par cœur, vous pouvez, hein, je dis pas ça, encore une fois, hein, je vous empêche pas d'apprendre par cœur. Je dis juste que c'est plus important de bien maîtriser sa documentation plutôt que de connaître par cœur. Donc deuxième point, il faut qu'on avance quand même un peu, parce que là ça fait quand même presque 1 heure de live. Organisation pratique de l'épreuve. Point clé, c'est quoi? La gestion du temps. La majorité des candidats n'ont pas le temps de finir. Moi le premier. J'ai presque fini, je pense qu'il me restait une question à peu près. Et sur les dernières questions auxquelles j'ai répondu, j'ai pas été chercher la doc parce que j'avais pas trouvé. J'ai répondu avec ce que j'avais en tête. Je pense que j'ai été gratter 0,5, 1 point, ce qui est déjà énorme sur une épreuve où on va chercher un 10, 12. Même si on peut avoir plus, hein. Mais la preuve en est, c'est que moi j'ai réussi à avoir 14,3 en me préparant correctement à l'épreuve, en faisant des annales. Et il y en a qui ont des 16, qui ont des 17. C'est possible. C'est la preuve que c'est possible. Il faut bien se préparer et être méthodique et bien maîtriser sa documentation. Et donc du coup, comme la majorité des candidats n'ont pas le temps de finir, il faut gérer son temps mieux possible. Comment est-ce qu'on fait? On se donne un timing, on le respecte. On stagne jamais sur un point ou sur une question. Si jamais on n'a pas la réponse ou qu'on ne trouve pas l'information, qu'on est perdu, on passe à la suivante. C'est pas grave. Et on reviendra dessus au pire à la fin. Moi, c'est ce que j'avais fait. Il y avait 3-4 questions, j'étais pas très à l'aise. J'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé. J'ai dit c'est pas grave, je passe à la suite et je reviendrai dessus à la fin. C'est pas un souci. Fatigue physique à anticiper. Mine de rien, 4 temps d'épreuve, c'est fatigant. Pensez aux encas. Moi, je vous avoue que j'avais des petites collations, une barre de céréales, là, les trucs, je sais pas moi, granny ou autre, ou même des noix, des noisettes, des amandes et autres. Ça a fait du bien et ça permet de faire une mini pause. On mange un petit peu, on se redétend un peu et après on repart de plus belle. Petit conseil pratique, temps à attribuer à chaque dossier question. En gros, pour faire simple, l'épreuve, c'est 4h30. Il y a 4 heures pour traiter le sujet, 15 minutes de lecture du sujet au début et 15 minutes pour tout ce qui est relire. À la fin, c'est bien de faire une petite relecture, c'est quand même important. Aller aux toilettes, parce qu'on peut aller aux toilettes quand même pendant les 4h30 de l'épreuve. Et si on veut aller aux toilettes, n'hésitez pas à aller aux toilettes. Il vaut mieux aller aux toilettes et après être à fond plutôt que de se retenir et d'être complètement défocus. Et après, donc là, c'est au macro. Et si on rentre dans chaque question dossier, globalement, on a 4 heures de travail pour 20 points. Ça fait 1 heure pour 5 points. Et donc, globalement, ça fait 10 minutes par question, à peu près. 10-12 minutes. Donc, 10-12 minutes, ça veut dire qu'en 10-12 minutes, il faut qu'on ait relu, bien recontextualisé la question, qu'on ait recherché l'information dans la documentation et qu'on ait répondu. On a l'impression que 10-12 minutes, c'est pas mal, mais ça va très vite. Et d'ailleurs, c'est ça qui va être intéressant, c'est quand vous allez vous entraîner avec votre documentation et avec les annales, vous allez vous rendre compte que 10-12 minutes, ça va vite. Donc c'est pour ça qu'il faut être méthodique et il faut être synthétique dans les réponses. Et je vous mets 5 à 15 minutes par question dans l'absolu, parce qu'il y a des questions où ça ira plus vite et où vous pourrez répondre en 4-5 minutes, et c'est tant mieux, parce que vous allez gagner du temps. Et il y en a où parfois ça prendra un peu plus de temps, ça prendra 12-15 minutes. C'est pas grave, il vaut mieux bien finir quand même, faire 12-15 minutes, avoir les points. Mais par contre, il ne faut pas faire 25-30 minutes sur une question. Jamais. Sinon, vous êtes mort. Si on ne sait pas répondre à une question, on laisse un trou pour répondre un peu plus tard. Ouais, complètement, Élodie. Pour les recherches, j'avais fait un répertoire avec les mots-clés et où trouver des infos dans la doc, ça m'avait plutôt aidé. Ouais, c'est possible, complètement. Mais après, il ne faut pas rester bloqué avec ces mots-clés à soi. Si on est sur une question un peu différente, il faut aussi, c'est toute la complexité, il faut entre guillemets accepter que y a des mots-clés qui ne sont pas forcément dans le répertoire qu'on a mis en place. Il faut aller chercher des nouveaux mots-clés, quoi. Et il ne faut pas se référer qu'à son répertoire. C'est ça un peu la subtilité de la chose. C'est que il faut plutôt bien maîtriser sa doc. Moi, ce que j'avais fait, par exemple, c'est au niveau de ma documentation, j'avais mis des post-it tous les 10 000 sur mes mementos. Et comme ça, quand je cherchais, j'allais plus vite parce que mon 10 000, je savais que c'était mon premier post-it, mon 20 000, c'était mon deuxième post-it, etc., etc. Et donc rien que ça, entre guillemets, hein, j'exagère, mais ça te permet de gagner quelques secondes quand tu vas rechercher parce que tu sais déjà aller sur ton 50 000. Et tu vas sur ton 50 000, ça va plus vite quand tu vas rechercher. Et comme tu passes ton temps à rechercher, tu gagnes un peu de temps. Tu peux faire ça, ou sinon l'autre possibilité que j'avais fait aussi sur quelques points clés des mementos que je trouvais intéressants. Par exemple, je sais pas moi, l'intégration fiscale sur le memento droit fiscal. J'avais mis un post-it où j'avais mis IG, enfin IF, intégration fiscale, et je savais que si je voulais l'intégration fiscale, je pouvais aller sur mon post-it intégration fiscale. C'est deux choses qui sont possibles et qui peuvent être complémentaires.
Et du coup, si tu mets 10 000, 20 000 et qu'à côté tu mets d'autres trucs, tu peux mettre 10, 20, 30, 40. Ça te permet de savoir. Focus examen, annexe donnée dans l'énoncé. Ouais, peut-on savoir votre liste? Je vais la ramener juste après ça. Ça arrive. C'est pour garder le suspense jusqu'au bout. Annexe donnée dans l'énoncé, il y a un certain nombre de sources documentaires, articles du code, présents en annexe, etc. Pas se précipiter sur la documentation, mais bien lire l'énoncé et les annexes préalablement à la phase de recherche documentaire, parce que comme je vous l'ai dit, parfois il y a des informations dans les annexes qui sont importantes et qui vont faciliter la recherche documentaire ou qui vont vous faire voir la question sous un autre angle. Donc toujours bien lire les annexes avant de commencer à répondre et de rechercher les informations. Documentaire de matériel autorisé. Ça, je vous l'ai dit. Toute documentation papier manuscrite ou dactylographiée. Donc, on peut rapporter des fiches, on peut rapporter des sommaires. Interdiction d'insérer un document préparé à l'avance dans sa copie. On ne rédige pas des premières réponses, quoi. Et autorisé, attention, et moi, c'est vraiment le point clé. C'est autorisé ne veut pas dire nécessaire. Et il ne faut pas avoir trop de documentation. Parce que parfois, si on a trop de documentation, on a tendance à se perdre. Donc, c'est bien d'avoir une bonne documentation complète. Mais si on en a trop, après, il faut... Ou si on en a trop, il faut la maîtriser parfaitement et savoir quelle information se trouve dans quelle documentation pour pas être perdu le jour de l'examen, quoi. Documentation clé. Bah, la base, Memento Francis Lefebvre. Sur les Memento, on va rentrer dans le détail après. Documentation pour les experts comptables, on rentrera dans le détail après. Documentation CAC, notes d'information sur les commissariats aux comptes et les CAREVEC. Et moi, ce que je trouve important que j'avais fait et qui m'avait quand même fait gagner un peu de temps, c'est que j'avais mis la documentation expert comptable et commissaire aux comptes dans un classeur. Moi, j'avais un seul classeur, il y en a qui en font deux, c'est au choix. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Et j'avais préparé un sommaire de ma documentation avec des intercalaires. Comme ça, je savais exactement où aller chercher. Et j'avais bien tout qui était séparé par des intercalaires, avec en plus mon sommaire au début qui me permettait de savoir où aller chercher l'info. Et donc, sur les mementos, donc documentation prioritaire, ça c'est la base vraiment de tout, c'est les mementos. Les plus importants, comptable, audit, fiscal, société commerciale, ça c'est vraiment les 4 fondamentaux. On peut rajouter associations sociales qui sont quand même assez importants. Si jamais ça tombe, c'est bien de les avoir, quoi. Intégration fiscale, un peu moins, on peut aller se débrouiller dans le fiscal normalement. Compte consolidé, si jamais on peut l'avoir, c'est un plus. Si jamais ça tombe, c'est toujours pratique. Sinon, on l'a un peu dans l'os, quoi. Et comme je vous le disais, placer des post-it stratégiques, donc je vous l'ai déjà dit, de stratégies qui peuvent être complémentaires, tous les 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 pour faciliter sa recherche. Et après, à des endroits stratégiques qu'on trouve clés, faut pas en mettre partout, sinon ça perd un peu de son intérêt, sauf si on arrive bien à les retrouver facilement et qu'on les descend de haut en bas et qu'ils sont tous bien distincts pour pouvoir trouver facilement l'info. Pourquoi pas. Et après aussi le mettre au début des mots-clés. Ce que j'avais fait aussi, c'était sur les mots-clés. Voilà, ça sur les mots-clés, j'avais oublié, mais je l'avais fait. C'était pas mal, ça m'a fait gagner un peu de temps aussi. C'est sur les mots-clés. Tu peux mettre, pas à chaque lettre, mais à A, à E, à Z, enfin à M, à K, etc. Parce que, mine de rien, parfois tu as des mots-clés qui font 4-5 pages. Et pareil, ça te permet de gagner du temps pour pas avoir à tourner les pages. Tu peux aller chercher directement sur la bonne lettre dans tes mots-clés. Sur la documentation expert comptable, les points clés, en dehors des mementos, référentiel normatif de la profession, compte de campagne, assez intéressant, tout ce qui touche à l'EIRL, reprise d'un dossier, c'est pas mal, avec la lettre de mission également, il y en a aussi, code de déonto, fondamental, la loi Pacte, qui est intéressant parce que c'est d'actualité, tout ce qui est relatif à la loi Pacte, et tout ce qui touche à la RSE, c'est aussi d'actualité. Et du coup, tous ces éléments-là, bien les intégrer dans un classeur avec une cross-ref et un sommaire, donc la page de garde, et la cross-ref, moi, c'est des intercalaires, quoi. Sur le CAC, qu'est-ce qu'on a? Pareil, code de déontologie, lutte anti-blanchiment, pareil que l'autre. Procédure d'alerte, révélation des faits délictueux, point important d'actualité. Commissariat aux apports, à la fusion, à la transformation, CA, CAF, CAT. Rapport de gestion, événement postérieur à la clôture, très important aussi. Et loi Pacte, encore une fois, et les SAC, qui sont les services autres que les certifications des comptes, qui sont en lien avec la loi Pacte. Et pareil, classement par cross-ref avec page de garde, donc le sommaire. Soit on fait un seul classeur pour les deux parce qu'on en a assez, soit on fait 2 classeurs distincts, au choix. L'idée, c'est au moins d'avoir le sommaire et les intercalaires qui permettent de trouver facilement la doc. Notes d'information de la CNCC. Donc ça, c'est des notes d'information qui traitent de certains sujets qui sont bien faites, très complètes. Moi, je
pense pas que ce soit nécessaire de toutes les imprimer, parce que bah, pareil, c'est des gros pavés, hein, tu as des notes d'information qui font quand même 300 pages. Donc moi, je les avais imprimés en 1x4, 4 sur une page. Je les avais mis en format paysage, j'avais mis 2 pages sur une page, j'ai fait du recto verso pour économiser un peu de papier. Parce que bon, ça, moi, je trouve que c'est un peu absurde, mais c'est un autre sujet. Le fait de devoir tout imprimer papier quand on est à l'ère du digital. Mais ça, c'est un autre point qu'on n'abordera pas ce soir. Donc imprimer plus stratégiquement possible. Moi, celle que je priorise, c'est la NI1, la NI3 et la NI15 qui sont sur l'alerte, sur le rapport de gestion. Et la troisième, je me rappelle plus, mais je sais que c'est celle que j'avais prise moi, que j'avais trouvée importante. Et pareil, à intégrer au classeur, à post-iter s'il y a des points clés qui tombent plus souvent, par exemple le rapport de gestion dans celle qui fait rapport de gestion et comptes annuels. Sur l'alerte et la continuité d'exploitation, bah, peut-être regarder les endroits où il y a l'alerte, comme ça on peut y aller directement. Et pareil, c'est en fait le point clé, c'est plutôt ça sur la documentation, c'est apporter une documentation que vous maîtrisez. Si vous apportez une documentation que vous ne maîtrisez pas, vous allez perdre du temps le jour de l'examen pour rechercher l'information dans la documentation. Si vous maîtrisez votre documentation et que vous savez où aller chercher l'information, là c'est pertinent de la ramener. Et donc pareil, à intégrer au classeur, donc ça plutôt dans le classeur CAC, et à post-iter comme pour les autres, quoi. Pour finir, carré deck, fondamental comme je vous l'ai dit, carré deck lié à l'UE1 sur la déonto. Tout ce qui touche aux normes professionnelles et à la déonto, celui-là il est très important, prenez-le. Moi je m'en suis servi, il m'a fait gagner des points aussi. On a donc tout ce qui est déonto, réglementation pro, incompatibilité, reprise de dossier, lettre de mission, responsabilité de l'expert comptable commissaire aux comptes, qu'est-ce qu'on a, la confraternité, enfin il y a plein de sujets qui sont traités, qui sont très intéressants. Et pareil, n'hésitez pas à placer des post-it s'il y a des points clés qui vous paraissent importants. Vous pouvez les placer aussi, ça vous fera gagner du temps. Dans le carré deck, il conseille de faire une table des abréviations. Est-ce utile à votre avis? Eh bien oui, tout à fait, je l'ai mis moi aussi à la fin de mon live. Je pense que c'est intéressant. De toute façon, en gros, mais ça j'en reparlerai un peu après. On va garder le suspense. Mais oui, mais je vous expliquerai un peu des points clés de comment fonctionner au début de l'épreuve et comment faire un peu sa liste des abréviations. On verra ça après. Documentation matérielle complémentaire, code de commerce, si on le souhaite et qu'on le maîtrise. Encore une fois, c'est un petit investissement, c'est pas non plus, mais c'est bien de le maîtriser. Si on maîtrise pas du tout, qu'on sait qu'on va pas s'en servir, ça sert à rien de s'alourdir avec. Surligneur, parce que moi j'ai beaucoup surligné quand j'ai regardé, comme ça, même quand je regardais, j'ai fait une première lecture du sujet, j'ai surligné tous les points qui me paraissaient importants. Comme ça, quand j'ai relu, bah, j'avais déjà les trucs qui étaient surlignés, c'était un gain de temps. Post-it, très important, pareil, pour pouvoir post-iter la documentation quand on a des informations qu'on veut conserver. Stylo différentes couleurs, sur les schémas, si jamais on veut mettre des couleurs différentes aussi, le jour de l'épreuve, bon, ça vous maîtrisez. Et calculatrice, mais je sais qu'elle n'est pas toujours autorisée, je crois, hein, si je ne me trompe pas, parce que parfois on ne demande pas de faire de calcul, donc on n'a pas besoin de calculatrice. La prendre au cas où, si jamais. Anticiper les révisions. Troisième partie de ce live. Donc, pourquoi élaborer un rétro-planning? Parce que c'est une préparation dans la durée, qu'il y a un certain nombre d'étapes à respecter pour répondre aux attentes de l'épreuve, et que il y a un avancement à avoir en fonction des autres épreuves qu'on doit préparer. Si on prépare la déonto à côté, il y a un peu de déonto à réviser en parallèle. On a des contraintes pro en plus à anticiper, parce que les 3/4 des personnes qui préparent ont un travail en parallèle. Donc, pas mal de boulot en parallèle de cette révision. Et c'est vraiment se préparer au mieux, donc bien anticiper. Comment élaborer le rétro-planning? Approche méthodique, le temps global pour la préparation de l'épreuve, qu'on estime à vue de nez, je dirais une centaine d'heures, à peu près. Ouais, moi j'ai fait, je pense, 7-8 journées de 6-8 heures avec la récupération de la doc, la lecture de la doc, ouais, je dirais une centaine d'heures, 100-150 heures. Ça me paraît pas mal déjà. Si on a le temps de s'en faire un peu plus, pourquoi pas, hein. Un listing des travaux à réaliser, préparation de la doc, post-itage de la doc, maîtrise de la documentation, préparation des annales une première fois, ensuite situation réelle, etc. Déterminer et quantifier les créneaux dédiés à la préparation dans votre agenda, ça c'est fondamental. C'est, comme je le disais avant pour le DCG, c'est bloquer les créneaux dans l'agenda et être rigoureux, dire ok, ce créneau il est bloqué, je ne prévois rien d'autre. Et même si on nous invite à faire je ne sais quoi, c'est pas grave, le deck, il vaut mieux le passer une seule fois dans sa vie et l'avoir plutôt que de le passer 5 fois parce qu'on a voulu aller à une soirée.
par exemple. En déduire la date de début de préparation. À partir de tout ce qu'on a fait, on est capable de savoir quand est-ce qu'on est censé préparer. Le plus tôt sera le mieux. Et prévoir des marges de sécurité repos, très important. Parfois, il y a des moments où on craque un peu, on est fatigué, on a juste envie de faire une pause. Et c'est important de les anticiper aussi, parce que du coup, ça ne nous met pas dans le mal et on peut se permettre de se faire des petites pauses pendant les révisions. Et comme je le dis, idéalement 3 mois avant l'épreuve. Là, on est en fin août, début septembre, octobre, novembre. On est pile dans les clous, donc vous êtes au bon moment. N'hésitez pas à commencer dès maintenant à regarder la documentation, à voir comment récupérer la doc au mieux, commencer à lire votre doc, à post-iter un peu, même à lire vite fait les annales pour comprendre un peu la philosophie. Et comme ça, quand vous préparez bien votre doc, vous pourrez plus facilement préparer les annales derrière parce que vous aurez déjà un peu compris comment ça fonctionne, quoi. Les grandes étapes, donc déterminer les attentes, constituer la doc, maîtriser la doc, des contraintes de temps, donc commencer à s'imposer des contraintes, travailler en conditions d'examen, le process deck et ensuite suivre des lives. Les attentes de l'épreuve, donc déjà grâce à ce live, vous les avez un peu plus, donc ça c'est une bonne chose, vous gagnez du temps sur votre préparation. N'hésitez pas à la note du jury au candidat, c'est intéressant, c'est pas très long, c'est 1 ou 2 pages je crois, ça va vite. Dernier rapport du président du jury, c'est intéressant aussi, ça donne des éléments d'information. Les 2 derniers, ça suffit largement, ou même le dernier, ça va. Ça permet de comprendre un peu comment le jury voit l'épreuve, les résultats qu'il y a eu, etc. Quelles sont un peu les attentes du jury, ils précisent un peu leurs attentes aussi. Prendre connaissance des annales, donc ça c'est ce que je vous disais aussi, les lire ça fait pas de mal, et participer à des réunions d'information, ce que vous faites ce soir, ce que vous pouvez faire avec d'autres canaux, c'est très important et ça vous permet de vous préparer au mieux. Constituez votre doc, imprimez la doc en avance, très important, on ne les imprime pas le dernier jour. Post-itez toute la documentation nécessaire, ce que je vous disais. Essayez de tout ranger dans une valise. Moi, je trouve ça clé, parce que le jour J, mine de rien, on arrive avec sa petite valise, ou avec un sac, mais la valise, c'est quand même plus pratique. Et donc, il faut que ce soit bien rangé dans la valise, que quand on la réouvre, on retrouve facilement l'information, pour que le jour J, on ne galère pas à trouver sa doc quand on veut travailler. Éviter les doublons de documentation au maximum. Parfois, il y a des doublons, il y a des chevauchements entre 2 documentations, ça arrive. Mais l'idée, c'est quand même de ne pas se surcharger en documentation. Donc, si on peut éviter les doublons, c'est mieux. Apprendre à maîtriser sa doc. Au début, travailler sans contrainte de temps. On regarde sa doc, on regarde les questions, on va chercher l'information dans sa doc sans regarder les réponses. Fondamental. Pour moi, c'est fondamental de travailler sans contrainte de temps. Parce que ça permet de bien comprendre comment fonctionne la documentation, avant, après, de s'imposer des contraintes de temps. Mais est fondamental de ne pas regarder les réponses, comme ça on va vraiment chercher l'information, et on ne sait pas déjà où elle est, c'est très très important. Fouiller dans les mementos, comme je vous disais, pour être à l'aise, soit avec le sommaire, soit avec les mots-clés, on voit ce qu'on préfère, et identifier les points clés à l'aide de post-it. Commencez à vous imposer des contraintes de temps. Faites-le par question au début, pas forcément en conditions réelles avec toute une annale, mais déjà par question, tu te dis bon ok, je me fais 3 questions, je me fais 30 minutes. Et ça permet un soir en semaine, t'as je sais pas, une demi-heure devant toi où tu te dis bon je peux me concentrer, travailler un peu, tu te poses, tu as 30 minutes, tu prends ton annale, une annale que tu avais déjà commencé, que tu n'as pas fini, et tu peux faire une annale comme ça en 3 jours par exemple dans la semaine. Ok, je me fais 30 minutes, bam, je lis la question, je fais 10 minutes de réponse, je fais la question, 10 minutes, enfin 10 minutes. Je fais 10 minutes pour 30 minutes pour 3 questions, et je vois après si je suis bon dans mes réponses. Ça c'est des temps informatifs, on va dire. 2-3 minutes de recherche, 3-5 minutes d'analyse de la documentation, 3-5 minutes de rédaction. Ça dépend vraiment de chaque question. C'est des temps approximatifs, mais si vous n'êtes pas exactement dans ces temps-là, c'est pas grave. C'est 10 minutes. Le plus important, c'est 10 minutes par réponse. Lecture de la question, compréhension, recherche et réponse écrite correctement. Parce que si on veut se préparer en condition d'examen, il faut écrire correctement la réponse et pas rapidement parce qu'on est à la maison, pour vraiment avoir les 10 minutes par réponse. Et ensuite, travailler en condition d'examen, les fameux jours, au moins 1 jour par week-end pendant 2 mois, c'est ce que je vous disais, où là on a des blocs de 5-6 heures à prévoir, 4h30 pour la préparation de l'annale et 1h, 1h30 de débrief, où on lit un peu, on voit si on est bon, cohérent, quoi. Intéressant de débriefer à plusieurs, soit grâce à ProConta, si vous prenez l'accompagnement deck ProConta, ou soit avec des gens au cabinet, ou avec l'annexe, peu importe. Notation critique à s'attribuer. Vraiment, pas se dire bon, celui-là j'ai bon, même si j'ai la moitié de la réponse, quoi. C'est critique, il vaut mieux être critique et il vaut mieux se donner une moins bonne note qu'une meilleure. On sera mieux préparé le jour de l'examen.
et espace disponible pour la documentation anticipée. Le jour de l'examen, pour faire simple, vous avez une table qui fait quoi? Qui fait à peu près 1 m², un peu plus d'1 m², on va dire, ouais, un petit peu plus d'1 m². Vous avez une place soit à droite, soit à gauche, mais pas les deux, pour poser votre documentation. L'autre place, elle est réservée au passage des enseignants, enfin des surveillants. Et l'idée, c'est de s'étaler au minimum pour avoir la documentation. Donc bien dans sa petite valise à droite, on peut mettre un peu de documentation sur sa table si on le veut, si on n'a pas besoin de plein de place pour écrire. Moi, j'avais un memento, par exemple. Et l'idée, c'est que c'est bien de se préparer, d'avoir sa doc dans sa valise. Si on arrivait à préparer toute sa doc avant de faire les annales, ou à minima sur les dernières annales qu'on prépare, comme ça, on se met vraiment en condition d'examen. Et le jour de l'examen, on est comme à la maison, quoi. Recontextualiser le process deck, donc reproduire le schéma de recherche documentaire dans le cadre des problématiques professionnelles. Ça, c'est intéressant. Moi, c'est ce que je conseille à tous les collabs avec qui je travaille. Je leur dis, préparez-vous au plus tôt. Dès que vous avez une question un peu technique, allez chercher dans les mementos et ça vous permettra de bien chercher les informations. Et mettre en parallèle les énoncés d'examen avec les situations de vos clients dans la mesure du possible, bien évidemment. On n'a pas toujours des situations pratiques qui correspondent aux situations de nos clients. Car je suis à la recherche de ma vraie voix. Ce n'est pas pendant le stage que j'ai pu entrevoir le champ des possibles de ce métier diversifié. Et John, si tu veux me contacter, n'hésite pas, tu peux me contacter moi directement sur Facebook, LinkedIn, peu importe. Je pourrais échanger avec toi avec plaisir si tu le souhaites. Et après, je pense que c'est de l'introspection, hein. C'est se poser soi-même sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui m'intéresse et comment le deck va me permettre de le faire, quoi. Mais il y en a qui mettent une vie pour découvrir leur vraie voix. C'est un vaste sujet aussi. Donc dernière étape pour se préparer, suivre des lives, séminaires, points techniques, questions méthodologiques issues de votre préparation, sur de la RSE par exemple, un séminaire ou un live sur de la RSE qui vous intéresse, qui est en lien, sur la procédure d'alerte, ce genre de choses, ça c'est très intéressant. Restez au fait de l'actualité, très très important, parce que mine de rien, même si c'est pas de l'actualité directe qu'on va vous poser, parfois c'est de l'actualité qui date de quelques mois, comme je vous l'ai dit, 6-8 mois, c'est bien de l'avoir, cette information et cette actualité. Et contrôler l'exhaustivité de votre documentation parce que justement, typiquement là, sur un live de préparation comme on le fait aujourd'hui, de méthodo préparation, vous avez de la documentation dont je vous parle, à laquelle vous n'avez peut-être pas forcément pensé et qui va vous permettre de bien contrôler que vous avez la documentation nécessaire, quoi. Conseils pratiques pour le jour J. Prérequis, donc parce que tout le monde n'habite pas à Paris, le choix de l'hôtel, un hôtel à côté de l'épreuve, pour éviter d'avoir des galères de transport. Les transports, justement, pour accéder à l'épreuve. L'idée, c'est que ce soit le plus simple possible pour vous et que ce ne soit pas un problème, l'hôtel et le transport, que ça, déjà, vous soyez tranquille là-dessus. Pièce d'identité, bien évidemment. La convoque, fondamentale. Les réveils, pour ne pas arriver en retard à l'épreuve, sinon on a un peu les boules. Quelques rappels, petite table, comme je vous l'ai dit. S'entraîner avec une documentation à gauche ou à droite de la table, s'entraîner à manipuler sa documentation, très important. Prendre une montre, si on veut, même s'il y a des créneaux qui sont indiqués, peut-être que la montre, il y en a qui préfèrent. Une collation, une bouteille d'eau, c'est important aussi pour pouvoir s'hydrater, etc., etc. Tester au préalable son matériel, bien évidemment, on va écrire avec ses stylos, on voit s'il fonctionne bien, c'est surligneur s'il fonctionne, etc., quoi. La copie, laisser de la place pour le sommaire. Donc ça, c'est ce que Sandrine, tu posais comme question. Ah si, c'est possible, tu as raison Nolia. Je crois que sur novembre 2020, c'est prévu que ce soit délocalisé. Si. Mais du coup, peut-être que même en région, alors à voir, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'hôtel, ou par sécurité, prendre son hôtel quand même à côté. Si jamais en région, on est quand même à 2 heures, parce que les régions sont grandes. Donc même en région, je pense qu'il y a quand même des distances parfois à parcourir. Mais ouais, tu as raison, c'est vrai. Tu vois, tout change. Il faut rester au fait de l'actualité, quoi. Et donc la copie, laisser de la place pour le sommaire, où on va renseigner dossier 1, dossier 2, dossier 3, etc., où on pourra préciser. Écrire les abréviations, moi je trouve que c'est un gain de temps, ça dépend de chacun. Il n'y a pas besoin de mettre plein d'abréviations, hein, mais CAC, EC, SARL, SAS, CGI, CECOM, c'est des choses qu'on va quasiment tout le temps réutiliser.
et ça permet d'éviter d'avoir à les réécrire derrière, quoi. Donc au moins on peut les faire, surtout que quand on reçoit sa copie, au début on ne peut pas encore rédiger, on ne peut pas encore préparer l'épreuve parce qu'on n'a pas eu le sujet, mais on peut déjà écrire les abréviations. Donc on a un temps pour le faire, donc autant profiter de ce temps-là, quoi. Un dossier par copie, comme ça vous ne prenez pas la tête à dire ah bah attends, est-ce que quelle place je laisse ou autre. On peut commencer par le dossier 3 si on est plus à l'aise par le dossier 3 et laisser de la place si besoin, soit après une question parce qu'on se dit qu'on va peut-être répondre encore, rajouter des réponses si on a le temps à la fin, ou parce qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas encore répondu, laisser de la place pour pouvoir répondre après, quoi. Ça c'est important, bon c'est des basiques mais c'est important de les avoir en tête, quoi. Nécessité de gérer son temps, pour moi c'est fondamental, c'est vraiment un des points clés. C'est de bien regarder, ça veut dire que très souvent on gère pas bien son temps, on couvre pas toutes les questions. L'idée c'est vraiment de regarder, faire des pauses, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures de l'épreuve, ou quand on a fini le dossier 1 il fait 6 points, allez on va dire le dossier 1 il fait 5 points sur 20, donc normalement c'est à peu près 1 heure, on a fini le dossier 1, on regarde où on en est. Ok, je suis un peu en retard, bon j'essaie d'accélérer un peu, sans dégrader la qualité, hein, mais j'essaye d'accélérer un peu dans ma recherche. Dès que je trouve un truc qui est pertinent, ou j'en fais moins, j'écris un peu moins, je fais un peu plus synthétique dans mes réponses, par exemple. Et c'est vraiment ça, c'est l'anticipation et la méthode le jour J, qui seront des facteurs clés de succès et qui vous permettront d'obtenir l'épreuve. Ordre des dossiers traités. Toujours commencer par les dossiers avec lesquels on est les plus à l'aise. Pourquoi? Bah déjà parce qu'on va avoir des gains de temps, vu qu'on les fera plus rapidement. Meilleure gestion du stress, on fait des choses qu'on maîtrise, on est plus à l'aise. On reste pas bloqué sur une question, quoi qu'il arrive, jamais. Si on loupe une question, il vaut mieux louper une question que louper l'épreuve, en gros. Et, comme je vous l'ai dit, contrôler le respect du timing de temps en temps, fondamental. Si on fait une petite synthèse rapide des 3 plans clés pour réussir l'épreuve, donc comprendre la philosophie de l'épreuve, fondamental, organiser pratiquement son épreuve, préparer sa doc, maîtriser sa doc, s'entraîner sur des annales, anticiper les révisions, se préparer, bah là on est le 26 août, c'est parfait, commencer maintenant, début septembre, c'est très bien, on constitue la doc, on commence à regarder les annales, on commence à préparer les annales, on maîtrise sa doc, et après normalement le dernier mois, on fait des annales en conditions réelles, et on est à l'aise, et après on cartonne tout. Sur la doc, comme je vous disais, vraiment attention à ne pas surcharger sa documentation. Où trouver sa documentation? Les mementos, soit avec vos cabinets, s'ils les ont à disposition, avec l'annexe. Les annexes, alors toutes les annexes ne le font pas. L'annexe Paris propose, en partenariat avec le Conseil régional de l'Ordre de Paris, des mementos. C'est le Conseil régional qui les met à disposition et l'annexe accompagne le Conseil régional dans la distribution des mementos. Il y a d'autres annexes qui le font également. Il y a des conseils régionaux qui le font. Donc renseignez-vous dès à présent pour pouvoir récupérer les mementos de la meilleure des manières. Note d'information, site de la CNCC. Documentation professionnelle, site du Conseil supérieur de l'Ordre ou de la CNCC. Code de déonto, réglementation professionnelle, pareil, sur le CSO ou sur la CNCC. Vous avez tout dessus.